Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Hamilton continuera de soutenir les pilotes de F1 après son départ, même s'il se reconvertit déjà en entrepreneur. Je serai toujours branché sur ce sport, je serai toujours en train de regarder, a confirmé Hamilton dans une interview avec Kovalainen, son ancien équipier. Je voudrais toujours être quelqu'un qui est positif pour tous les pilotes qui sont ici, bons ou mauvais, car on sait à quel point il est difficile de commencer. On sait à quel point ça peut être nul, comment certains jours peuvent être bons et comment les gens peuvent être négatifs à votre égard. Je ne veux jamais être un de ces pilotes qui font ça, parce que nous en avons fait l'expérience. Beaucoup de projets en cours pour Lewis Hamilton, propriétaire de fast-food vegan, investisseur au sein de l'équipe de NFL des Denver Broncos, ou encore propriétaire de l'équipe X44 de Sébastien Loeb en Extrême E, le septuple champion du monde ne devrait pas manquer d'occupation, car il ne sera plus derrière un volant. Je pense que j'ai vraiment essayé d'utiliser ce temps lorsque je ne suis pas en F1. J'organise de nombreux appels Zoom avec des personnes de différents genres, juste pour être instruit, et je pose beaucoup de questions. La dernière fois, c'était avec un spécialiste qui a créé une entreprise de panneaux solaires dans la Silicon Valley, juste pour voir comment il s'y est pris, quels sont ses objectifs et pour me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens extraordinaires qui ont de très bonnes intentions et qui essaient d'améliorer la vie des gens et de sauver la planète. Je travaille sur de nombreux projets différents. J'ai une très grande équipe que j'ai constituée au cours des 5 dernières années, mon équipe personnelle qui travaille avec moi pour m'aider à concrétiser les idées et les choses qui me passionnent. Nous avons donc beaucoup de projets. Je pense que beaucoup de gens disent qu'ils sont des entrepreneurs. Je pense que je suis vraiment un entrepreneur, parce que j'ai beaucoup de projets commerciaux en cours. Je pense qu'après je pourrais me concentrer sur un ou plusieurs d'entre eux. Ça me rappelle un peu ce que fait Rosberg, lui aussi, il a pas mal de projets sur l'écologie, etc. Ils vont avoir un chemin similaire, les deux, je pense. Donc peut-être qu'ils se retrouveront dans l'entrepreneuriat, qui sait. En ennemi, en concurrent ou en équipier. Ça reste à voir. Allez, ciao. Comment la décision d'Alonso a mis Williams en difficulté? L'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin pour la saison 2003 n'a pas seulement eu des répercussions sur Alpine et McLaren, mais aussi sur Williams. Alors l'idée en fait, c'est que Alpine voulait garder Alonso pour une année supplémentaire et placer Piastri en attendant chez Williams. Au côté d'Albon, Alpine voulait faire rentrer Piastri en F1 en le plaçant dans une équipe moins compétitive, comme Mercedes l'a fait avec Russell. Cependant, le passage d'Alonso chez Aston Martin a tout changé, entraînant des répercussions dans tout le paddock. Williams doit trouver un coéquipier pour Albon, mais qui sont les candidats? Le pilote actuel, Latifi, reste une option potentielle. Oh non, pitié, non. Le Canadien apporte à l'équipe le sponsoring dont elle a tant besoin. Mais il reste le seul pilote de la grille à ne pas avoir marqué de points cette saison. Ça la fout mal. De plus, Latifi semble avoir marqué le pas dans ses performances cette année, car il a été dominé par Albon lors des 13 premières courses. Williams a aussi Logan Sargent. Dans son équilibre junior, l'Américain a impressionné en F2, occupant la 3ème place du championnat derrière Drugovich et Théo Pourchaire. Cependant, le patron de l'équipe, Jost Capito, a laissé entendre que 2023 pourrait être trop tôt pour Sargent malgré sa saison impressionnante pour Carlin. Ouais, peut-être qu'il lui faut une deuxième saison à Logan pour être vraiment au point, quoi. Faudrait pas qu'il se grille en F1, quoi. Le champion en titre de Formule 1 et actuel pilote de réserve Mercedes, Nick De Vries, reste dans la course. Il était lié à Williams l'année dernière, mais Albon a obtenu la place. De Vries cherche à piloter dans une série de sport auto l'année prochaine car Mercedes se retire de la Formule 1. Et oui, et donc il ne sera pas pilote chez McLaren, De Vries. Alors c'est pas fini, du coup, une option alternative qui cocherait beaucoup de cases serait Zhou. Non seulement Zhou apporte un soutien financier important de la Chine, mais il a également réalisé de solides performances au cours de sa saison de débutant. Malgré son faible nombre de points, Zhou s'est rapproché de Bottas et serait une amélioration par rapport à Latifi. Alors ouais, si on devait comparer les deux, je pense que Zhou est un poil meilleur que Latifi, mais pas beaucoup mieux quand même. Honnêtement, bof. Plus important encore, malgré son manque d'expérience, Zhou n'a pas eu trop d'accidents, ce que Latifi a fait fréquemment au cours des 12 derniers mois. Mais avec Alfa Romeo qui devance largement Williams dans la hiérarchie de la F1, il est peu probable que Zhou veuille changer d'écurie. À moins qu'on lui garantisse un contrat de plusieurs années. Ou qu'Alfa choisisse de promouvoir Pourchaire. Pourchaire donc qui a décidé de ne pas refaire de saison, de ne pas refaire de 3ème saison de F2. Quelle que soit la personne que Williams placera aux côtés d'Albon, il est probable qu'elle soit en retrait par rapport à son premier choix, Piastri. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, donc en fait, le management de Piastri et lui-même, je pense qu'ils n'ont pas voulu de cette idée-là, à savoir aller chez Williams dans une écurie de merde, disons-le, aux performances médiocres, très médiocres, et ils veulent aller chez McLaren, parce que McLaren c'est beaucoup mieux que Williams, et on peut les comprendre. Maintenant, voilà, on va voir comment tout ça va se finir, on n'a pas la réponse encore. Ouais, ciao. Lewis Hamilton alimenté et motivé par le racisme subi à l'école.
Alors, les anti-Lewis vont encore dire « Ah, mais il se plaint tout le temps, on en a marre de ce racisme, lui il est raciste envers les blancs, etc. » Ah, c'est votre discours à chaque fois ça les gars, changez de disque quand même. Écoutez, quand j'étais à l'école, j'étais dyslexique et je me débattais comme un diable. J'étais l'un des rares enfants noirs de mon école, mis dans les classes les plus basses, n'ayant jamais la chance de progresser ou même d'être aidé à progresser. Les professeurs me disaient « Tu ne seras jamais rien ». Je me souviens d'avoir été derrière le hangar en larmes en me disant « Je ne serai jamais rien » et d'y avoir cru pendant une fraction de seconde. C'était la chose la plus démotivante à entendre, surtout quand vous les voyez faire tout le contraire avec vos homologues blancs. Ça c'est dur, hein. Franchement c'est chaud, ouais. Je n'en veux pas vraiment à ces gens parce qu'ils m'ont donné de l'énergie et de la motivation, conclut ce type champion du monde anglais. Eh bien je ne sais pas si du coup ces gens se sentiront visés ou pas. Ceux qui ont fait ça, est-ce qu'ils s'en rappellent? Un beau pied de nez en tout cas, vu ce qu'il est devenu Lewis Hamilton. 7 champion du monde de Formule 1. Bon allez, comme quoi la vie, hein. Ciao. Gasly est ravi d'être lié à des équipes, je suis un pilote plus complet. Il admet qu'il est heureux de voir son nom lié à d'autres équipes sur la grille, insistant sur le fait qu'il est maintenant un pilote plus complet. Je suis heureux de ça. Vous savez, après seulement une saison en F1, j'étais promu chez Red Bull à l'époque, ils m'ont donné une grande opportunité parce qu'ils ont vu mon potentiel. Quand j'y repense maintenant, après 5 ans, je suis définitivement un pilote plus complet. Je suis beaucoup plus expérimenté, je suis plus efficace dans le travail avec l'équipe, je sais exactement ce que je veux de la voiture et mon feedback est beaucoup plus clair. Selon Gasly, les progrès réalisés par d'autres équipes et la baisse des performances en qualif d'AlphaTauri l'ont fait reculer. Je pense que c'est très simple, il y a deux raisons. La première est liée à la perte de compétitivité en qualif, un front sur lequel nous faisions très très bien l'année dernière. J'étais constamment en Q3, en Q1, je n'avais besoin que d'un seul train de pneus pour passer le cut-off. Nous ne sommes pas assez compétitifs en qualif, et ça donne des courses difficiles. La deuxième est liée au pas en avant fait par nos adversaires comme Alfa Romeo, Alpine et même Haas. L'année dernière, nous jouions les premières places parmi les équipes de milieu de classement. Je ne sais pas combien de fois je me suis qualifié aux côtés de Charles Leclerc. Ouais, mais là, on en est loin, hein, du coup. Donc, oui, bon, après, voilà, il était lié à Alpine, effectivement. Son nom, maintenant, Marco ne veut pas le libérer à son contrat, donc il n'ira pas chez Alpine en 2023, quoi qu'il arrive. Après, 2024, tout peut arriver, hein, on ne sait pas. Maintenant, à voir qui vont signer Alpine, hein. Ricciardo, un autre pilote, Piastri. Non, ça m'étonnerait Piastri, pour le coup. Allez, ciao. Alors, Horner donne son avis sur l'entrée d'Andretti en F1. Sur Sky Sports, donc, Horner a concédé. Je pense que si vous enlevez l'aspect économique, alors avoir 24 voitures sur la grille est une bonne chose. Je pense que ça permettrait à plus de jeunes pilotes qui ont du mal à percer d'être admis. Le problème sera toujours de savoir comment régler la question des finances. Parce qu'en faisant venir 2 équipes supplémentaires, vous diluez le pot pour les 10 qui sont là. Et il n'y a pas de système de relégation ou de promotion. Le promoteur Domenicali va donc devoir se justifier, notamment auprès des petites équipes. Si elles doivent renoncer à 5 ou 10 ou 15 millions de dollars pour permettre à une autre équipe de participer, comment le ferait-elle? Comme pour toute chose, ce sont les publicités qui déterminent le choix. Si on considère la question d'un point de vue idéaliste, je suis tout à fait favorable à la création de 12 équipes. Mais quand on regarde les chiffres et ce que ça va coûter à chaque équipe individuellement, c'est là que ça tombe à l'eau. Il faut une meilleure redistribution éventuellement des revenus de la F1 au pire. Comme ça, voilà, il y a... Bon, on parle pas de 12 équipes, là, déjà 11, ça pose problème, alors 12, j'imagine même pas, du coup. Mais ouais, moi, Andretti, j'aimerais bien le voir en F1 quand même. Bon bah, à vous de me donner votre avis, ciao. Wolff livre une première évaluation de Russell à Mercedes. C'est la mi-saison, enfin mi-saison, un peu plus que la mi-saison du coup. C'est le moment idéal pour le chef d'équipe Wolff d'évaluer les performances de George Russell depuis son arrivée de Williams. Alors qu'est-ce qu'il a déclaré? On va passer directement à ses déclarations. Wolff s'est montré très élogieux. George est un champion de devenir, il a été champion dans toutes les catégories juniors, F3, F2. En tant que rookie, nous ne l'aurions jamais mis dans une Mercedes si nous ne croyons pas qu'il puisse être un futur champion du monde. C'était la première pole de George, donc ce sera toujours quelque chose de spécial pour lui. Et pour nous, car c'est un moment à retenir. Mais George a eu ses performances incroyables dans les séries juniors, et il l'a eu à Spa l'année dernière sous la pluie. C'est juste une autre étape parmi toutes celles qu'il va franchir. Si ses propres performances ont été impressionnantes, le pilote de Norfolk a également été félicité pour avoir contribué à pousser Hamilton à un autre niveau cette année. Russell a dépassé mes attentes, a écrit donc Villeneuve. Je savais qu'il était rapide, mais il est au-dessus d'Hamilton, et a donné à Mercedes sa première pole de l'année. Mais nous voyons maintenant Hamilton réagir, et je pense que Mercedes pourrait être deuxième au classement des constructeurs, nous verrons. Et oui, toujours le mot, Jacques, pour rabaisser Hamilton, évidemment. Russell est au-dessus d'Hamilton. Ah oui, c'est vrai qu'en termes de points, il est au-dessus d'Hamilton. Par contre, c'est pas la dynamique actuelle qu'on voit sur les courses. Clairement, Hamilton est au-dessus de lui depuis 3-4 courses, quand même. Et ça, il peut pas le nier. Mais bon, on sait tous que Jacques Villeneuve est anti-Hamilton, ça, c'est pas une nouveauté. Donc voilà, en tout cas, oui, George Russell avait fait le boulot. Je pense qu'il est... Bottas, à sa place, il ferait beaucoup moins bien que lui. Y a pas photo là-dessus.
Et Bottas, à sa place, il serait pas devant Hamilton au championnat, je pense. Voilà. Bon, on ne saura jamais de toute façon. Je vous laisse commenter. Ciao. France Toast estime que Verstappen n'est pas encore à son plus haut niveau. Alors, Toast, c'est le patron d'AlphaTauri, pour ceux qui ne savent pas. J'ai rencontré Max pour la première fois avec son père au Nürburgring. À cette époque, il faisait encore du karting. À la fois suivante, c'était au Nürburgring en Formule 3. Sous la pluie, il roulait dans une ligue à part, comme s'il était seul à avoir découvert une trajectoire sèche. Il m'a tout de suite rappelé Schumacher. Vous pouviez voir quel méga talent il était. Ensuite, nous avons dû encaisser les critiques lorsque nous lui avons confié la Toro Rosso à l'âge de 17 ans. C'était quelqu'un qui n'avait même pas de permis de conduire. Mais il a terminé sa première séance d'essai à Suzuka, sur l'une des pistes les plus difficiles de toutes. Il a géré ça avec confiance. Il n'a jamais eu de problème avec la vitesse d'une voiture de Formule 1, il a toujours eu tout sous contrôle dès le départ. Bien que dans les premières courses, il a parfois été un peu trop agressif, cela a conduit à des crashs comme à Monaco par exemple avec Grosjean. Oui, on s'en souvient, tu as été violent. Mais aujourd'hui, il roule à un très haut niveau, et pourtant nous n'avons pas encore vu le maximum de sa part. Seul Charles Leclerc est capable de le suivre jusqu'à présent. Oui, alors évidemment, il est le seul, puisque du coup, la Ferrari est la seule à battre la Red Bull pour l'instant en course. Et encore quand ils font pas de conneries, ou quand il n'y a pas un problème de fiabilité. Après, est-ce on a vu le Max au Max, justement je sais pas, honnêtement. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, honnêtement Je crois que sa performance en Hongrie est quand même si évidemment il avait un moteur neuf, donc ça aide à remonter, comme Hamilton, ça l'a aidé à Interlagos 2021. Mais c'est vrai que là, il a quand même montré un truc de fou. Et avec une stratégie en plus incroyable de la part de Red Bull, qui l'a aussi avantagé. Et puis bon, les erreurs de Ferrari, ça, évidemment. Voilà, on va pas revenir là-dessus, les sujets qui fâchent. Mais moi, je pense qu'il a son max. En fait, je pense pas qu'il a encore une marge de progression max. Je sais pas, ces fans, vous en pensez quoi, vous? Pensez qu'il peut encore progresser ou pas? Allez, ciao. Horner, une saison de F1 avec 24 courses serait la limite, mais qui ne voudrait pas courir à Vegas ou en Afrique du Sud? Lorsque vous parlez de 24 week-ends de courses dans une année, qui en comporte 52, ça semble être trop. Non, c'est pas trop en vrai. Mais lorsque vous regardez les épreuves qui vont faire leur arrivée, vous vous dites ok, je vais certainement disputer un week-end supplémentaire pour aller à Vegas. Si l'Afrique du Sud fait son retour au calendrier, c'est pareil. On va disputer une course de plus. La Chine pourrait y revenir également. C'est un marché si important et je pense qu'ils travaillent dur pour raccourcir le format des week-ends afin de les rendre opérationnellement parlant plus supportables pour le personnel des équipes. Nous avons besoin de cette combinaison, mais nous atteindrions la limite. Pour moi, la limite c'est 25 Grands Prix par saison. Au-delà, bon, c'est peut-être un peu beaucoup, effectivement. 25, ça serait la moyenne haute, mais bon, je pense que ça serait encore faisable à 25. Par contre, s'il commence à faire 27, 28 courses là, non, ça va être un peu trop. Il va y avoir peut-être même un écœurement du public qui va en avoir trop, en fait. Faut pas que ça devienne comme de la NASCAR qui a 36 courses par an. Bon, vous avez quoi à dire là-dessus? Je vous laisse commenter, ciao. Leclerc sur les dangers de la F1, c'est difficile pour ma mère. Le halo lui a sauvé la vie à Spa en 2018. C'est vraiment difficile pour ma mère. Je ne sais pas quoi lui dire à part j'aime ce que je fais. Il n'y a rien de particulier que je puisse dire, que je puisse lui dire pour qu'elle se sente mieux. Je ne vais pas lui permettre d'être prudent, ce ne serait pas vrai. Je donnerai tout ce que j'ai, quoi qu'il arrive. Et elle le sait, c'est un sport dangereux. Il est devenu bien plus sûr au fil des années. Mais ça restera toujours une discipline dangereuse. Et elle sait que je suis plus heureux une fois dans la voiture. Leclerc a reconnu que le halo lui avait déjà sauvé la vie lors du Grand Prix de Belgique 2018. Ce jour-là, Alonso se faisait percuter par Hülkenberg et passait par-dessus l'Alfa Romeo du monégasque, qui fut protégé par l'arceau en titane. Si le pilote Ferrari faisait partie des sceptiques, il est forcé de reconnaître que le halo n'a plus besoin de faire ses preuves, tant il protège de nombreux pilotes. J'ai jamais été un fan du halo, mais je dois admettre que je suis très heureux de l'avoir au-dessus de ma tête. J'ai ressenti l'impact ce jour-là, et l'image de ma voiture était très spectaculaire. Ouais, oui, clairement le halo, c'est pas très esthétique, mais vu comment c'est utile pour sauver la vie ou éviter de graves blessures aux pilotes, non, c'est bien qu'il soit là, en vrai. Pareil, moi au début, je disais, ah putain, hein, c'est moche, ça va enlayer les voitures, c'est quoi ce truc? Mais franchement, je reconnais qu'au final, c'est très utile, quoi. Ouais, et puis maintenant, on s'est habitué, en fait. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Binotto, persiste et signe, j'ai eu une très bonne équipe pour la stratégie. En Hongrie, donc évidemment, il parle de la Hongrie encore. En fait, il est dans le déni total, ce mec. C'est un peu comme Ricardo, mais là, sauf que c'est un directeur d'écurie, c'est encore pire. Tout ne peut jamais être parfait, je pense qu'il est toujours possible de progresser. Il n'y a pas de doute sur le fait que nous devons nous améliorer sur plusieurs points, l'aéro, le châssis, le groupe propulseur ou la stratégie. Cependant, je pense que j'ai eu une très bonne équipe pour la stratégie. Je ne sens pas que c'est une faiblesse, a-t-il déclaré donc ce jeudi à Motorsports. Ferrari se s'est pourtant attendu au tournant et aura à cœur de reprendre sa marche en avant fin août pour la reprise de la F1, dans un peu plus de 2 semaines donc à Spa.
Non, il peut pas honnêtement dire que tout allait bien niveau stratégie en Hongrie. Enfin, à un moment donné, je veux bien que tu défendes tes hommes, tes employés, mais là, non. Faire l'autruche comme ça n'aide pas, et ne pas reconnaître ses erreurs, c'est pas ça qui va les remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est une erreur stratégique à ce qu'il fait Binotto, là, actuellement. Allez, je vous laisse me donner votre avis, ciao. Et Horner qui balance une petite pique à son ami de toujours, Toto Wolff. C'est très facile de se glisser dans sa tête. C'est en aucun cas personnel. Toto est Toto, il a fait un travail phénoménal avec Mercedes, il est évidemment venu dans le sport d'un milieu très différent du mien. Il vient surtout d'un milieu financier, c'est très facile de se glisser dans sa tête pour l'énerver. Et vous pouvez le voir, parfois ça l'affecte. Alors bien sûr que vous êtes en compétition, et la dernière était si intense, c'était la première fois qu'il se trouvait dans cette situation. C'est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent quand ils sont capables de casser des casques de rage sur une table. Vous pouvez voir que vous les avez atteints. Ah là, il s'en délecte, hein. Il est malsain un peu Horner quand même, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Le mec se réjouit du malheur des autres un petit peu. Hein. Lorsqu'on lui a demandé s'il était un meilleur directeur d'équipe que Wolff, Horner se garde bien de donner la réponse. Ce n'est pas à moi de juger, je me concentre sur ce que je fais. Vous êtes le juge et le jury. Je me concentre sur ce que je fais, et il se concentre sur ce qu'il fait. Non, le meilleur directeur d'équipe, les gars, je veux tous vous mettre d'accord, les fans de Red Bull et de Mercedes, le meilleur directeur d'équipe, c'est Binotto. Voilà, allez, je vous laisse débattre là-dessus. Non, je rigole, évidemment. Bon, dur de dire en vrai qui est le meilleur. Moi, je dirais Wolff parce que je suis plus fan de Mercedes que de Red Bull. Mais bon, Horner, dans son équipe, je pense qu'il mène bien sa barque quand même, il faut le reconnaître. Même s'il a des provocations envers Wolff assez récurrentes. Ils aiment bien s'envoyer des pics dans la gueule, hein, les deux là. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao. La W13 est agaçante car elle montre des aperçus de sa performance. L'équipe ne parvient pas à la faire fonctionner constamment. Très, très agaçante cette voiture, hein. Ratée, je dirais même. Non, n'exagérons pas, elle est pas ratée, mais elle est capricieuse et il va falloir trouver la solution de pourquoi elle est autant capricieuse en fait. La voiture a été particulièrement agaçante, car elle nous donne des aperçus de ce que pourrait être son véritable niveau de performance, à tel point qu'il est difficile pour nous de nous résoudre à l'abandonner. D'un point de vue d'ingénieur, c'est une voiture délicate. Quelques-uns de nos problèmes viennent certainement du fait qu'on n'a pas suffisamment d'appui. Nous devons en trouver davantage. Il en va de même pour la puissance. Mais dans l'ensemble, c'est un signe que nous allons dans la bonne direction. Le double podium, la pole position, ce sont des résultats dont nous pouvions rêver plus tôt dans l'année. Et c'est encourageant, nous semblons faire des progrès. La W13 manque d'appui, c'est en grande partie parce que Mercedes a été contrainte de rehausser sa hauteur de caisse pour réduire le rebond, tout comme ses pilotes, donc, qui ont été affectés. Et maintenant que le problème semble résolu, l'équipe allemande fait tout son possible pour faire fonctionner au mieux son concept sans ponton, certains ingénieurs étant convaincus de son potentiel grâce aux résultats obtenus en soufflerie. Je pense qu'il a été utile de voir que ce châssis est très étroit et capable de performer en course. C'est certainement une donnée que nous utilisons comme fondation pour notre développement. Nous serons plus efficaces si nous travaillons avec ce que nous avons plutôt que d'essayer de copier le design d'une autre voiture. Ce n'est pas comme si nous disions « Bon, nous allons suivre cette route pour toujours ». Nous sommes toujours très ouverts sur le sujet, et pourquoi pas copier d'autres voitures du coup. S'inspirer. Ce que nous avons déjà validé est la voie de développement, qui nous permet actuellement d'obtenir de meilleurs résultats et qui semble capable de nous mener vers les victoires cette année. J'espère qu'il y aura des victoires. Alors, je serais déçu, hein, s'il n'y a pas de victoire, honnêtement. Ils arrêtent pas de dire on va gagner. Ouais, bah d'accord, mais bon, on veut du concret, hein, on veut pas des belles paroles. Hein. On veut des victoires, hein, littéralement, avant la fin de saison, hein, les gars. Les pontons ne représentent qu'une partie des problèmes globaux que nous avons dû résoudre. Il y a encore 3 courses, nous rebondissons partout. Montréal, Bakou, Monaco. Désormais, lorsque nos pilotes parlent de rebond, c'est uniquement parce ils l'ont ressenti à un moment donné dans un virage. Il est devenu notable par son absence, et nous avons été en mesure d'améliorer notre package actuel, c'est des bons signes. Chauvelin ajoute que Mercedes ne voyait aucun intérêt à s'inspirer d'une voiture concurrente, à l'image de ce qu'Aston Martin a fait vis-à-vis du concept de Red Bull. Mais non, apparemment ils ne sont pas inspirés, hein, ils l'avaient déjà prévu en interne bien avant. Si vous faites en sorte que votre voiture ressemble à celle de quelqu'un d'autre, vous perdez en perfo dans le court terme, peut-être qu'il y aura des gains à long terme. Mais en ce qui concerne notre voiture cette année, je pense que nous avons une bonne idée de ce que nous voulons en faire et quel est le niveau de performance supplémentaire que nous pouvons en tirer. On est excité en pensant à ce que nous amènerons lors des prochaines courses. Oh là là, ils nous font espérer encore une fois chez Mercedes. Attention, hein, ce genre de déclaration, ça pourrait se retourner contre vous si les résultats ne suivent pas. Hein. Donc j'espère pour vous que vous allez vraiment gagner. Sinon, on va pas être content les fans de Mercedes. Allez, ciao.